Welcome to the 2023 Simons Medal Presentation and Lecture on the State of Canadian Confederation, proudly presented annually at Confederation Centre of the Arts. Awarded to Canadians who have made outstanding contributions to our country. Previous recipients include Mary Simon, Dr. David Suzuki, the Honourable Murray Sinclair, the Honourable Bob Ray, the Honourable Louise Arbour, and Sheila Rogers. A total of 23 recipients have been granted the award, hailing from coast to coast to coast. The Simons ceremony is held in the birthplace of Confederation to mark the anniversary of the Charlottetown Conference of 1864. Since long before that historic meeting, Prince Edward Island has been known as Epequet to the Mi'kmaq people, who have lived here for more than 10,000 years. We proudly move forward together in the spirit of reconciliation and to continue the ongoing conversation of an evolving Canada. Since 2004, the Simons Lecture Series has provided a national platform for diverse and distinguished Canadians to share their thoughts on the current state of Confederation, giving all Canadians the opportunity to reflect upon our country and its future. Named in honor of the late Professor Thomas Simons, a visionary and founding president of Trent University, Professor Simons was widely recognized for his contributions in the areas of public policy, heritage, and education. Since Canada's Confederation, this nation has continued to evolve with a desire to become a better country. The 2023 Simons Medal recipient is writer, historian, former politician, and one of Canada's most esteemed academics, Michael Ignatieff. His lecture, Canada in the World, Hope, Optimism, and the Human Project, explores issues such as the climate crisis and artificial intelligence, and asks how we can revive hope in the human project in the face of these and other challenges. Nous aurons maintenant l'honneur de présenter la médaille Simons 2023 à l'honorable Michael Ignatieff, qui a fait une contribution immense au monde des lettres, de l'éducation, de la radio-télévision, du journalisme, de la politique, entre autres choses. Ici au Canada, bien des gens le connaissent surtout pour sa contribution à la vie politique du Canada et son rôle en tant que leader national du Parti libéral du Canada. Mais ce n'est qu'une partie d'une vie beaucoup plus large, une vie remarquable qui lui a permis de devenir un intellectuel et universitaire de réputation mondiale. Michael has worked in teaching and leadership roles at Harvard University, the University of Toronto, University of British Columbia, King's College, Cambridge, and Central European University. He has also worked as a freelance journalist for the BBC, The Observer, and other outlets in the United Kingdom. He is currently Professor of History and Rector Emeritus at Central European University in Vienna. Michael has been awarded honorary doctorates from some 14 different universities in Canada and abroad. He is also a member of the Order of Canada and the King's Privy Council for Canada. Historien, professeur, écrivain, romancier, essayiste, biographe, animateur de télévision, journaliste, chroniqueur, député, leader de partis politiques, président d'université, Michael Ignatieff est un homme de tous les talents. En plus de 3 romans, il a publié plus d'une vingtaine de livres qui ont fait de lui un des commentateurs les plus éminents dans le monde sur les droits humains, les conflits ethniques, ainsi que l'évolution et l'avenir de la démocratie, entre autres choses. Sa biographie d'Isaiah Berlin est reconnue comme un classique du genre, et d'autres livres ont exploré ses propres racines familiales en Russie et ici au Canada, où 4 générations ont contribué avec grande distinction
à la vie publique et intellectuelle du pays. C'est pour reconnaître tous ses mérites, une vie publique et professionnelle exemplaire, l'excellence de ses multiples contributions intellectuelles, littéraires et politiques, et la façon dont Michael a su rehausser le profil et la réputation du Canada dans le monde, que le Centre des arts de la Confédération se fait un honneur de lui accorder aujourd'hui la médaille Simons 2023. Michael Ignatieff is joined this afternoon by his wife, Susanna, and we are so glad that you were able to be here for this very special occasion. And now, we are pleased to present a few virtual messages of congratulations from some very special guests who could not be with us here in person. Let's have a look at those now. Michael, it's almost embarrassing to say how long we've known each other. We first met back in the mists of the last century. I've been reflecting on your work, on your observations on identity, loss of memory, loss of loved ones, the cost of war, and the need for consolation. You've brought a Canadian perspective to the world and an international perspective to Canada. Congratulations on winning the Simons Medal for 2023. Michael, congratulations on an incredibly well-deserved Simons Medal. I am so grateful for your thoughtful leadership, your remarkable intellect, your fierce defense of human rights, and your years of dedicated service, and also for your friendship. J'aurais voulu être là pour fêter l'événement, mais je vous envoie, à vous et à Susanna, mes meilleurs vœux. Congratulations. Félicitations. Hello, Michael. Congratulations on receiving the 2023 Simons Medal. So well deserved for your love for and insights into Canada and the world beyond. I remember so well our very first meeting. I was working at Penguin and we were going to publish the Russian album. Such a brilliant combination of history and a personal search for identity, a subject you continue to explore through all of your writing. We were all so proud, and you said you were chuffed when that book won the Governor General's Award for Nonfiction. It was always a pleasure to edit your books, and an even greater pleasure to discuss your ideas and your thinking together over a drink or dinner. I always learned so much from you and felt my mind expanding every time we talked. And later, I was able to just read and enjoy your books. Your wide-ranging knowledge so impressed me, resulting in works from nationalism to consolation, from human rights to the ache of Alzheimer's, all with your touchstone, compassion, intelligence, and keen moral sense. All the best to you, Michael, and again, congratulations. I'm very happy to be able to pay tribute to Michael Ignatieff. He's been a long-time close acquaintance and friend. We've even written a book together, the title of which neither of us will ever tell you about. On a personal level, I happen to know he's very good at cooking roast chicken, but that's not what we're here today for. Is to pay tribute to the clarity of his voice and the tenacity of his political convictions. It is so needed today. It's almost unbelievable. That voice is really important. It's at the center of what we need to hear more of. We're not hearing that voice enough, and it's lucky for all of us that Michael Ignatieff exists. I wish him the best. He's a great candidate for a Tom Simons Award. They are kindred souls. I hope I am too. Congratulations, Michael. Michael, congratulations on the Simons Medal this year and being the Simons Lecturer. I'm thrilled for you. I'm thrilled for us. I think with the career that you've had in the arts, in politics, as an award-winning writer, as a creator, a generator of ideas, this is absolutely fitting.
I'm thrilled you're receiving this honor, and you've made such an amazing contribution to Canadian life. Thank you for, as a brilliant writer once put it, helping us find solace in dark times. Congratulations, cousin. It's wonderful news. J'invite maintenant son honneur Antoinette Perry, lieutenant-gouverneur de l'île du Prince-Édouard, à monter sur la scène et se joindre à nous pour la présentation de la médaille Simons 2023. Confederation Center of the Arts is proud to present the 2023 Simons Medal to Michael Ignatieff. She is. Wow. Eh bien, c'est magnifique d'être ici avec vous. Et c'est vraiment tout un honneur, en fait un plaisir, que de revenir à l'île du Prince-Édouard. C'est dans cette province que j'ai passé certains de mes meilleurs moments en politique. Je me souviens d'un jour, dans une ferme à l'ouest d'ici, une famille a baptisé un veau nouveau-né, Susanna, en l'honneur de mon épouse. Je me souviens également d'un après-midi tout à fait magnifique dans un port, à l'arrière d'un bateau de pêche, à boire une bière avec un capitaine et à savourer une douzaine de Malbec. Alors ne laissez personne vous dire que la politique est une vie de chien. Eh bien, ça veut dire beaucoup pour moi que de recevoir la médaille Simons. Ça me touche. Je tiens à remercier tout le monde, en particulier Ralph Heinzman. En fait, un fait peu connu. J'ai joué un jour le rôle de la fille de Ralph dans une production de Pirates des Penzance au lycée. J'étais très beau en robe et j'avoue que je suis un admirateur depuis du fonctionnaire, de l'écrivain et du penseur qu'il est devenu. Je n'ai jamais connu Tom Simons, mais ayant moi-même dirigé une université, j'ai une idée de ce qu'il a fallu pour créer l'Université Trent, et ce à partir de rien, et de la diriger pendant plus d'une décennie. Il a laissé un héritage de créativité et de leadership dans notre vie publique que nous célébrons aujourd'hui. Il n'aurait pas pu le faire, cependant, s'il n'avait pas eu d'espoir. L'espoir est le thème dont je vais parler aujourd'hui. D'où il vient, comment nous le perdons, comment nous le retrouvons, à la fois dans notre vie privée, mais surtout l'espoir public dont nous avons besoin dans notre vie politique. L'espoir que la vie de nos enfants sera au moins aussi bonne que la nôtre. L'espoir que là où leur vie est entravée par l'injustice, la pauvreté ou le manque d'opportunités, notre politique puisse générer des solutions qui libèrent l'espoir pour eux. L'espoir le plus fondamental de tout, que l'humanité a un avenir. Et je vais beaucoup en parler de cette dernière dimension de l'espoir. L'espoir est si souvent confondu avec l'optimisme. En fait, si souvent que l'espoir a maintenant mauvaise réputation. Mais ce sont deux choses complètement différentes. L'optimisme est un état d'esprit. L'espoir a un objectif. Si vous êtes simplement optimiste, vous êtes comme le Micawber de Dickens, vous attendez toujours que quelque chose se passe. Mais vous pouvez être optimiste sans être plein d'espoir.
Si vous êtes plein d'espoir, eh bien, vous croyez que quelque chose va se produire, que quelque chose va arriver, et vous essayez de concrétiser tout cela. Alors, c'est un objectif dirigé. C'est plus facile à dire qu'à faire. On peut espérer, par exemple, que les Maple Leafs vont gagner la Coupe Stanley un jour. Bon, c'est un cas classique, d'ailleurs, d'espoir contre espoir. Mais qu'y a-t-il de plus admirable que de s'accrocher à un rêve, même si cette personne vient de Toronto? Alors, nous créons de l'espoir tous les jours, vous et moi, lorsque nous nous donnons des objectifs et que nous les réalisons contre toute attente. Lorsque nous aidons les autres à atteindre des objectifs qu'ils ne pourraient pas atteindre seuls, et lorsqu'ils nous aident à faire de même. L'espoir, en fait, c'est un sport d'équipe. Lorsque nous travaillons ensemble pour créer de l'espoir, nous pouvons nous étonner nous-mêmes. Nous transmettons l'espoir à nos enfants par la façon dont nous les élevons, en particulier lorsque nous leur disons de ne pas attendre que quelque chose se produise, mais plutôt d'élaborer un plan et de s'y tenir. Nos nations, nos communautés politiques devraient être porteuses d'espoir. Le Canada est porteur d'espoir depuis que tout a commencé ici en 1864. Le premier ministre, tout à l'heure, a dit à quel point c'était tout à fait extraordinaire d'avoir l'espoir que ces premiers ministres avaient en 1864. Rien n'était garanti. On ne savait pas que le Canada allait survivre et prospérer. Alors, si ces grands leaders revenaient aujourd'hui, s'ils étaient parmi nous aujourd'hui, eh bien, ils seraient ébahis de voir tout ce qu'ils ont créé. Ils ont créé de l'espoir lorsqu'ils n'étaient pas certains que tout allait fonctionner. Alors, nous pensons à tout cela avec gratitude, avec les pères de la nous pensons aux pères de la Confédération et au fait qu'ils avaient espoir pour nous. Moi, j'ai de l'espoir parce que mon père est arrivé au Canada comme un réfugié russe de la Russie. Il avait 14 ans, c'était en 1928. 8 ans plus tard, il a obtenu une bourse d'études Rhodes à Oxford. Alors, il a rejoint le service extérieur canadien à Londres et il a travaillé sous les ordres de Vincent Massé au Haut-Commissariat du Canada, sous les Blitz et les V2. Ensuite, il est revenu au Canada. Il a travaillé dans les jours de la gloire de Lester B. Pearson, lorsque le Canada a trouvé sa place dans le monde en tant que modèle de multilatéralisme, allié fiable et puissance économique. Alors moi, j'ai grandi quelque part où je n'ai jamais douté que le Canada puisse faire la différence dans le monde. J'ai grandi dans une maison pleine d'espoir où ma mère chantait des chansons de Judy Garland, remplissait nos vies de plaisir, de plaisanteries, nous apprenait, à mon frère et à moi, à aimer la poésie, la peinture, la littérature. Alors, si le Canada reste pour moi un pays plein d'espoir, c'est parce qu'il est resté ce qu'il était pour mes parents. Un pays où on peut prendre un nouveau départ, laisser le désespoir derrière soi, trouver un bon emploi, fonder une famille et rejoindre une communauté qui nous donne un sentiment d'appartenance. J'ai grandi dans ce pays plein d'espoir. Quand je vais aux réunions en Espagne ou en Belgique ou dans la ex-Yougoslavie et les gens me demandent comment le Canada avez-vous pu résoudre vos problèmes d'unité nationale? Et je dis merci pour les compliments, mais c'était jamais facile. Notre référendum en 1995, c'était un cauchemar, comme on dit en anglais, a near-death experience. Mais le défi de maintenir l'unité nationale du Canada ne cesse jamais. C'est un travail de tous les jours pour nous tous. Mais oui, ce que nous avons commencé à Charlottetown en 1864, de faire une communauté politique des francophones, des anglophones, des systèmes de loi, de religion, ça nous a donné beaucoup d'expérience à construire un pays d'une multitude de différences. Et je suis fier quand je voyage par tout le monde et les gens viennent me demander comment avez-vous réussi à maintenir l'unité nationale de votre pays? Je le dis, c'est nous, c'est ça le Canada. Ce travail acharné de maintenir ce que nous avons créé ici à Charlottetown il y a une centaine d'années. So life abroad. Alors, la vie à l'étranger, eh bien, ça m'a montré à quel point j'ai bien de la chance que d'être Canadien. J'ai eu de la chance puisque ma génération, je suis baby boomer, a connu de grands leaders.
Je me souviens d'avoir écouté Martin Luther King, Bobby Kennedy. En fait, j'ai fait campagne pour Pierre Trudeau en 68. Et j'avais cette vision d'une société juste. On se souvient de cette vision. Et j'ai également pu vivre assez longtemps pour voir un grand leader comme Vladimir Zelensky inspirer le monde avec son combat pour préserver la liberté de l'Ukraine. Ces leaders m'ont montré l'espoir. Qu'est-ce que ça pouvait être, la politique porteuse d'espoir et comment on maintient cet espoir vivant aujourd'hui. Alors, si vous me posez la question maintenant, pourquoi avez-vous eu cette idée folle de vous lancer dans la politique? Ne pouviez-vous pas voir que vous n'étiez pas du tout fait pour cela? Eh bien, ma réponse serait la suivante. Il fallait que vous connaissiez mes parents, les dirigeants qui m'ont inspiré. Il fallait savoir que j'ai grandi dans une famille de fonctionnaires. Il fallait savoir que j'avais espoir de rentrer chez moi et de faire quelque chose pour le pays qui m'avait tout donné. C'est quand même assez drôle aujourd'hui quand j'y repense. Mais s'il y a des jeunes gens brillants dans le public qui m'écoutent et qui pensent « Moi, je ne ferai pas la même erreur que lui », eh bien, laissez-moi vous dire, commettez les mêmes erreurs. Mettez votre nom sur un bulletin de vote, jetez votre chapeau dans l'arène. Moi, je n'y suis pas parvenu, mais peut-être que vous y parviendrez-vous. Et lorsque vous essayez de faire tout ce que moi j'ai essayé de faire, eh bien, ça va valoir la peine. Ce qui compte, ce n'est pas de réussir ou d'échouer, mais c'est d'inciter les autres à essayer. Ma carrière politique n'a pas terminé comme je l'aurais voulu, mais je n'ai aucun regret et je serai prêt à recommencer, mais cette fois-ci, je gagnerai. Alors, vous serez peut-être déçus si vous vous lancez, mais quel est le pire qui puisse arriver? Que vous subissiez une défaite? Mais est-ce vraiment le pire? Moi, je vous dirais qu'est-ce qui est pire, d'arriver à la fin de sa vie et de se rendre compte qu'on n'a jamais essayé. Une vie vécue sans objectif stimulant, ce n'est pas une vie pleine. C'est une vie sans ce type d'espoir ultime. Et il nous faut cet espoir pour vivre pleinement la vie. Et dans la politique, il faut de l'espoir si les démocraties veulent conserver l'allégeance de nos concitoyens. Alors ma question pour vous est, où est passé l'espoir? Nous nous rencontrons dans une période sombre. Deux démocraties, Israël et l'Ukraine, luttent pour leur survie. Une autre démocratie, notre voisine tout au sud de nous, de laquelle nous avons si appris, est dans une situation polarisante et paralysante. Notre propre démocratie est en proie à des inquiétudes. On se demande si notre union est en train de devenir moins que la somme de ses parties. Est-ce que nous respectons le rêve de Charlottetown ou sommes-nous en train de l'oublier? Et lorsque nous pensons à l'économie, est-ce que nous travaillons des heures plus longues et est-ce que nous produisons moins? Et comment est-ce que nous produisons la richesse, la croissance, l'innovation, tout ce dont nous avons besoin pour soutenir notre vision et la justice et l'opportunité pour tous? Dans toutes nos démocraties, l'espoir disparaît de nos politiques. Et pour la première fois, du moins dans ma vie d'adulte, nous commençons à poser une nouvelle question. Est-ce qu'il y a un avenir pour l'humanité? J'ai une petite histoire à vous raconter. Ces derniers mois, à deux reprises, j'ai assisté à des conférences sur la crise du changement climatique. À chaque fois, une jeune femme dans la vingtaine s'est levée et a déclaré devant tout le monde qu'elle ne voulait plus mettre d'enfants au monde. Et d'autres jeunes dans le public ont applaudi lorsqu'elle a dit cela. Le reste d'entre nous, nous sommes restés silencieux. C'est un moment qui a fait réfléchir tout le monde. Ces jeunes ne sont pas les seuls. Beaucoup disent aujourd'hui que de ne pas avoir d'enfants est la seule chose qu'ils peuvent faire pour changer les choses. Mais cela me semble un peu désespéré. Il y a de bonnes raisons à la baisse des taux de natalité, notamment une plus grande liberté des femmes. Nous célébrons tout cela. Mais il y a aussi des raisons troublantes. Par exemple, ces jeunes femmes qui nous disent que leur foi en l'avenir s'est effondrée. Et ce n'est pas seulement le changement climatique. On peut penser à l'intelligence artificielle galopante, la menace d'une guerre nucléaire depuis l'invasion de l'Ukraine par Poutine, une guerre au Moyen-Orient qui sème le massacre et le désespoir dans toute la région. Et après l'insurrection au Capitole des États-Unis, la crainte que la démocratie elle-même ne s'effondre. Ces défis sont plus que discrets.
Le sentiment qu'expriment ces femmes, ces jeunes femmes, ça va plus loin qu'une désillusion à la mode à l'égard de nos partis politiques, des dirigeants et des PDG d'entreprises. Nos dirigeants des partis prêchent tous l'optimisme. C'est ce que nous faisons. Nous offrons des projets d'espoir. Moi, lorsque j'étais chef de parti, j'ai fait la même chose. Mais maintenant, il est plus évident que jamais que les jeunes ne nous écoutent plus. Ils posent une nouvelle question. Avons-nous réellement un avenir? Voilà ce qu'il y a de nouveau. Ce sentiment apocalyptique que nous sommes confrontés à une menace existentielle en tant qu'espèce. Et ça, c'est un terrain tout nouveau, c'est étrange pour nous. Jusqu'à présent, notre foi en l'avenir a résisté au malheur, à la folie, à la catastrophe. Tout au long de l'histoire, nous avons continué à avancer, convaincus que quelqu'un viendrait après nous et reprendrait le flambeau là où nous l'avions laissé. Les êtres humains ont toujours entrepris des tâches apparemment tout à fait impossibles. Construire des cathédrales, envoyer des vaisseaux spatiaux aux confins de notre galaxie, en sachant que le travail qu'ils entreprennent sera achevé dans l'au-delà, par les générations inconnues qui viendront après eux. C'est cette foi qui a soutenu l'espoir pendant des millénaires. Mais ce qui est nouveau maintenant, eh bien, c'est la crainte qu'il n'y ait pas de vie après la mort, du tout. Ma génération, les baby-boomers, eh bien, on avait beaucoup d'espoir en l'avenir. Mais nous, on avait déjà fait nos carrières lorsque la montée des inégalités, l'incertitude économique, la COVID, le changement climatique, la guerre, lorsque tout cela commençait à perturber les attentes des prochaines générations. Bon, moi, maintenant, je suis près de la retraite, je suis en train de rédiger mon testament. La prochaine génération va hériter de mon argent, mais pas de ma confiance. Alors, je ne suis pas surpris que ces prochaines générations soient plus pessimistes que moi. Mais si je compare ça à la génération de mes parents, celle qui est venue juste avant moi, eh bien, le désespoir de mes enfants et de mes petits-enfants, ça me laisse perplexe. Pensez-y. En 1945, les femmes de Berlin, Hambourg, Dresde, Varsovie, elles ont dû reconstruire leur maison à partir des décombres. Elles n'avaient aucune idée de ce que l'avenir leur réservait. Leur monde venait tout juste de s'effondrer devant elles, mais elles sont allées de l'avant et ont donné naissance à la plus grande cohorte de l'histoire. Alors, lorsque les jeunes femmes qui participent à ces conférences auxquelles j'ai assisté, lorsqu'elles annoncent qu'elles ne veulent plus avoir d'enfants, eh bien, elles ne se contentent pas de douter de leur avenir. Elles se demandent si l'expérience passée de leur mère et de leur grand-mère a eu une quelconque pertinence. Et ça, c'est un point principal, un point clé sur lequel je veux mettre l'accent. Perdre l'espoir en l'avenir, eh bien, c'est perdre la foi dans le passé. C'est cesser de croire que ce que nos ancêtres ont réussi à accomplir peut encore nous inspirer. Lorsque ces jeunes femmes se demandent si elles doivent avoir des enfants, elles ne se souviennent plus de toutes celles qui ont donné la vie au cours de l'histoire, alors que l'avenir leur semblait sans espoir. Lorsqu'elles craignent que la technologie la plus récente ne leur fasse perdre leur emploi et leur mode de vie, elles ne trouvent plus le réconfort dans les opportunités inimaginables que la technologie a créées à maintes reprises. Lorsqu'elles craignent que Poutine va nous entraîner dans une guerre nucléaire, eh bien, elles oublient que nous vivons avec cette menace depuis plus de 80 ans déjà. Lorsqu'elles s'inquiètent du changement climatique, ils ne reconnaissent pas que la science du climat a à peine 70 ans et que déjà cette science nous a donné les outils pour nous adapter et remédier aux problèmes. Lorsqu'ils désespèrent de ne pouvoir se passer de combustibles fossiles, eh bien, ils oublient que nous sommes déjà à mi-chemin d'une transition énergétique qui n'existait nulle part il y a 20 ans. Et lorsque les activistes climatiques rejettent les conférences dans le climat comme autant de blablabla, eh bien, ils oublient que ces blablabla, c'est la façon dont les démocraties peuvent résoudre nos problèmes. Vous vous souvenez de ça, Monsieur le Premier ministre? Alors, nous discutons. Voilà ce que nous faisons dans le cadre d'une démocratie. Nous continuons à discuter jusqu'à ce que nous puissions bien faire les choses. Alors, ce que je veux dire, c'est que lorsque les gens disent que le passé n'est plus un guide, eh bien, ça veut dire qu'on abandonne la principale source d'espoir pour l'avenir. Mais c'est compliqué, tout ceci. Il faut écouter le passé, il faut apprendre du passé, mais en même temps, il faut
que nous nous accrochions à la conviction farouche de nos ancêtres qu'ils pouvaient surmonter le poids mort du passé, les injustices qui étaient présentées comme des faits naturels insurmontables, l'ignorance et les préjugés qui semblaient tout simplement incorrigibles. Alors nous sommes les héritiers à la fois du passé et de la rébellion de nos ancêtres contre leur passé, contre les injustices du passé. Et j'espère que nous resterons fidèles à ces deux impulsions. Tout particulièrement, j'espère que nous allons pouvoir nous libérer des idéologies du passé, des doctrines et des dogmes qui nous empêchent de voir le monde autrement. Apprendre de l'histoire, ça n'exige pas que nous croyions qu'elle a toujours été une histoire de progrès. Bien sûr, on a vu des progrès techniques, oui, mais qu'en est-il du progrès moral? Je ne suis pas aussi certain. Apprendre du passé, eh bien, ça ne nous demande pas d'oublier que le passé est souvent une histoire de discontinuité terrifiante. Cela ne nous demande pas d'être aveugles au prix énorme que nous avons payé pour le développement capitaliste. Il faut plutôt simplement que nous nous libérions de nos oreillères idéologiques pour comprendre, par exemple, que si le capitalisme fait partie du problème, oui, la rapidité avec laquelle ces signaux de prix peuvent canaliser le capital vers des technologies durables fait du capitalisme un élément essentiel de toute solution. Alors les jeunes, et j'espère qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent aujourd'hui, les jeunes n'apprécieront pas que quelqu'un de mon âge leur dise de tirer les leçons du passé, de se réjouir, de voir le bon côté des choses et de penser comme je le fais qu'en regardant en arrière, ça a souvent été pire que cela. Leur désespoir est bien réel et leur diagnostic des défis auxquels nous sommes confrontés, ce n'est pas faux. Mais voici, nous devons considérer l'espoir et le désespoir non pas comme des opposés, mais comme des jumeaux dialectiques en dialogue constant l'un avec l'autre. L'espoir accepte le diagnostic du désespoir, sa description de la réalité, mais refuse sa prescription, son fatalisme, son désespoir, son ironie sans espoir. Parce que c'est le désespoir qui nous pousse à chercher l'espoir. Nous ne savons pas comment l'avenir se déroulera, mais nous pouvons être sûrs que ça sera pire si nous abandonnons la foi et notre propre capacité d'action. Donc, le premier pas vers l'espoir consiste à identifier ce qui est nouveau et ce que nous ne pouvons plus repousser. Ce qui est nouveau, c'est que nous sommes confrontés à des menaces existentielles à l'échelle mondiale qui sont tout simplement trop importantes pour que nos systèmes politiques nationaux puissent les gérer seuls. Donc, le changement climatique est un enjeu que nous ne pouvons pas résoudre seuls. Donc, il faut prendre un point de vue pour mondialiser notre politique. Il faut le faire rapidement. Nous devons tirer parti de nos alliances, de nos amitiés, de notre crédit dans le monde pour aider à mobiliser les coalitions mondiales des États et des entreprises les plus puissantes afin de faire ce que doit être fait. C'est quelque chose que nous avons fait depuis longtemps. Nous avons toujours bien fait plusieurs choses. Et ce qu'il faut faire, nous faire les bâtisseurs de coalition, les porteurs d'idées, le bon exemple que les autres pays veulent copier. C'était pas facile, mais pour paraphraser Samuel Johnson, rien ne se concentre l'esprit comme la perspective d'être pendu demain. Sam Johnson va aimer l'idée. Elle aimerait l'idée qu'il va être tellement apprécié ici en 2023. Si la menace du changement climatique est existentielle, si même les États les plus puissants ne peuvent espérer survivre s'ils font cavalier seul, si même l'entreprise géante réalise que leurs modèles commerciaux pourront signifier la fin de l'humanité, alors
tôt ou tard, il n'aurait d'autre choix que de s'asseoir et de négocier des accords. Le Canada ne peut pas changer les choses à lui toute seule, mais elle peut montrer l'exemple, montrer qu'un grand producteur de combustibles fossiles peut montrer la voie vers une production d'énergie durable. Soyons honnêtes, nous en sommes loin d'aujourd'hui, nous sommes loin dans le peloton à la traîne des autres pays pour ce qui est de la réalisation de nos objectifs en matière de changement climatique. Nous savons pourquoi. La réalisation de ces objectifs menace de déchirer notre pays en opposant les provinces productrices de l'énergie aux provinces consommatrices de l'énergie, à celles qui, comme le Québec, tirent l'énergie de l'hydroélectricité. Donc, il faut avoir une voie réaliste envers la neutralité carbone. Rien n'a plus nuit à notre crédibilité en tant que partenaire international que les signes de vertu qui ne sont pas étayés par des résultats. Nous voulons tout que le Canada soit un pays sérieux. Nous l'avons été une fois et nous pouvons le redevenir. Surtout après les incendies de ces dernières années, nous n'avons vraiment pas de choix. Pour y parvenir, nous ne pouvons pas attendre les partis politiques et leurs dirigeants. J'en étais un et je ne vous conseille de ne pas nous attendre. Nous avons besoin d'une politique d'espoir populaire et pacifique, partant de la base d'une ampleur et d'une persistance suffisante pour forcer les acteurs puissants à agir. Mais nous avons les médias sociaux qui font descendre le pouvoir vers le peuple et nous permettent de créer à partir de la base les plateformes à l'échelle, à la vitesse dont nous avons besoin pour forcer le changement. Donc, il faut forcer une réponse. D'ores et déjà, cette politique mondiale crée de nouvelles modes, de nouveaux mouvements et de nouvelles tendances. Mais le problème, c'est ceux qui savent comment utiliser les médias sociaux, ils sont en train de répandre une politique de paranoïa et de malheur. Je n'écoute plus ceux qui disent que nous sommes finis. J'écoute ceux qui me disent « Voici comment nous nous en sortirons ». Václav Havel a déclaré que l'espoir n'est pas la conviction que quelque chose va bien se passer, mais la certitude que quelque chose a un sens, indépendamment de la façon dont cela se passe. Pour surmonter les menaces existentielles, nous devrons prendre de grands risques. Nous ne les prendrons que lorsque la certitude que c'est la bonne chose à faire, on fera la seule chose à faire. De nombreuses opposantes au changement nient encore le changement climatique. Mais les faits, comme on dit, sont têtus. Et la situation est grave et nous avons tous un avenir. Nous voudrions avoir un avenir à transmettre à la génération suivante. Seule une petite minorité des personnes vraiment désespérées pensent que l'entreprise humaine a été une perte de temps. Le reste, et les personnes qui se trouvent ici, souhaitent patiemment que l'histoire de l'humanité se poursuive. L'espoir dont nous avons besoin est un espoir radical. Radical parce qu'il est prêt à prendre des risques. Vous vous rappelez de ce que Franklin Roosevelt a dit? Une expérimentation audacieuse et persistante, c'est ce qu'il faut faire lorsque nous sommes pas sûrs que cela va fonctionner. Ça va fonctionner. Le philosophe américain Jonathan Lear a défini l'espoir radical comme un engagement envers l'idée que la bonté du monde transcende tentative limitée et vulnérable de le comprendre. Alors, dans le passé, notre croyance en la bonté du monde provenait de l'idée que la divinité y était à l'œuvre. Et pour les croyants,
Je pense qu'il y a quelques-uns dans le public. Le désespoir face aux perspectives humaines n'est pas un mystère. Les formes religieuses d'espoir ont perdu leur pouvoir sur notre imagination. Seuls les athées, sans foi ni loi, se réjouissent de notre tournant séculier. Les autres savent que nous ne pouvons pas permettre d'abandonner les sources religieuses de révérence envers le monde naturel. J'étais content de voir la chef qui nous a parlé aujourd'hui. Heureusement, nous avons redécouvert les traditions autochtones. Nous avons besoin de ces traditions. Si l'espoir radical est ce dont nous avons besoin, essayons de comprendre ce qu'il signifie et ce qu'il ne signifie pas. Antonio Gramsci parlait du pessimisme de l'intellect et de l'optimisme de la volonté. L'idée révolutionnaire cherchait à capturer tout l'espoir exprimé autrefois dans l'aspiration religieuse à la rédemption. Aujourd'hui, notre politique a abandonné la révolution et ça, c'est une bonne chose. Mais ce faisant, elle a complètement abandonné l'espoir. Les libéraux comme moi ont rempli l'espace vide avec un gradualisme gestionnaire et un pragmatisme prudent. Mais alors que la fumée des incendies nordiques dérive sur nos villes, que les températures augmentent, que les démagogues profitent du désarroi de notre politique, les libéraux s'inquiètent de savoir si l'autorité haute limitée des États libéraux est à l'auteur du défi qui représente le changement climatique. Donc, quelle est la solution? Nous devons nous accrocher à ce que les libéraux ont bien compris. Ça, c'est une vision de la démocratie comme un pouvoir qui contrôle le pouvoir pour garder les gens libres. Ça, c'est au cœur de cette vision. Les libéraux doivent toutefois avoir la vision, et c'est difficile pour les libéraux. Ils doivent avoir la sagesse de comprendre qu'ils n'ont pas le monopole de la sagesse. Les menaces existentielles montrent à quel point nombre de batailles politiques sont superficielles et sans importance. Les libéraux doivent s'inspirer de ce que d'autres traditions politiques peuvent apporter à la lutte. Le socialisme a jadis exprimé une foi passionnée dans un avenir où personne n'est humilié, opprimé, où l'économie est au service du peuple et non l'inverse. Et cela reste le cœur chaud de la tradition socialiste. Mais au lieu de raviver notre foi en cette utopie, la gauche du XXIe siècle, ils offrent une vision sombre d'un capitalisme rapace qui nous propulse vers le bas. Et cette vision, c'est comme plusieurs socialistes parlent de l'avenir. Les croyants ne sont donc pas surpris par la tournure sombre des événements. Mais cela a pour effet secondaire d'éliminer l'élément clé de l'espoir, à savoir la foi en notre pouvoir politique. Certains conservateurs préparent leurs partisans à ce qui nous attend. Personne ne veut d'avenir qui ne préserve pas ce que nous aimons le plus dans nos valeurs et nos traditions. Donc, la participation des conservateurs est essentielle pour la lutte contre le changement climatique. Mais trop de conservateurs veulent annuler le présent, sa pluralité de voix, sa libération des femmes, son accueil des nouveaux arrivants du monde entier. Il n'y a pas de chemin vers l'avenir qui soit en retour à hier. Les jours heureux où les femmes ne maltraisaient pas leur fécondité
arrêtés, où les citoyens autochtones n'avaient pas le droit de vote, où les personnes gays étaient dans le placard, où les francophones étaient les scieurs de bois et les tireurs d'eau, ne sont pas des jours que nous voulons voir réapparaître. Avoir foi en l'avenir, c'est croire que certains des progrès réalistes au cours des 60 dernières années, les changements que j'appelais la révolution des droits, étaient, comme le disent les Français, dans la bonne voie. Et enfin, les libéraux, les socialistes et les conservateurs doivent s'unir pour défendre la démocratie contre les révolutionnaires de l'extrême droite. Ils ne sont que trop disposés à brûler ce qui reste de l'ordre libéral pour nous ramener au passé autoritaire dont ils rêvent. Le 6 janvier 2021, au Capitole de Washington, ils ont fait leur répétition générale. Alors, c'est à nous de voir qu'on ne va pas voir ce spectacle. Alors, où chercher un espoir qui ne périsse pas dans la violence ou la tyrannie, en dépassant notre esprit de clocher et en cherchant une nouvelle vision de l'avenir construite à partir du meilleur de nos traditions. Mais au-delà, si nous ne pouvons pas compter sur la foi religieuse ou la croyance révolutionnaire, il ne reste que la foi dans les institutions, celles qui contrôlent le pouvoir pour garder le peuple libre. Et la foi avant toute la bonté humaine, ou du moins la possibilité d'une telle bonté. C'est pour cela que l'espoir est fragile, parce que la bonté humaine est fragile. L'espoir radical est peut-être fragile, mais il s'appuie sur l'instinct biologique, notre désir inné de créer la vie et de la transmettre. Donc, ça, c'est un instinct pour atteindre un objectif moral, notre conviction que le projet humain a un sens moral, a un sens, et que nous pouvons encore réaliser sa promesse. Car si vous voulez avoir un avenir, vous devez le vouloir de toutes vos fibres. Vous devez vouloir un monde dans lequel les générations futures façonnent leur vie sans humiliation, sans exploitation et sans honte, et poursuivre l'expérience inachevée dans l'autonomie démocratique dans ce monde naturel, capable, une fois de plus, de se renouveler sans fin. Mais ça, c'est l'utopie. Et je crois en cela. Il n'y a pas quelque chose nouveau de cela. C'est ce que souhaitent les Européens depuis le discours des Périclès devant les tombes de ceux qui sont morts pour préserver la liberté athénienne en 450 avant Jésus-Christ. Mais Athènes n'est pas le seul endroit d'où peut venir notre espoir. Si nous pouvions nous libérer de notre ignorance et de notre condescendance culturelle, nous pourrions tirer l'espoir non seulement de l'héritage européen, mais aussi l'aile de l'ensemble de l'histoire de l'humanité, en particulier la compréhension autochtone de notre place dans le monde naturel. Nous devons retrouver cette sagesse. Et puis ça, c'est un témoignage de l'œuvre inachevée de l'humanité. Et c'est le lieu d'un débat sur un signifie être un être humain qui compte comme tel, ce dont nous avons besoin pour vivre une vie décente. Quelle forme de communauté peut s'assurer que nous pouvons s'épanouir et ce que les êtres humains doivent à l'environnement naturel et à leur Dieu. Garder la foi en l'humanité et vivre dans l'espoir, c'est croire qu'à chaque fois que nous sommes confrontés à quelque chose de nouveau, voire inimaginable, il y a un être humain qui a déjà passé par là, qui a imaginé ce moment ou qui l'a vécu, qu'il y a une suggestion, une anticipation qui peut nous guider, nous calmer, nous aider à voir clair face à l'inconnu terrifiant, nous
puisons l'espoir dans le passé et nous le reproduisons dans le courant de la vie quotidienne. Nous apprenons de l'espoir de nos parents, de toute expérience vécue, aussi petite soit que telle, des voisins, des amis, des familles, de groupes locaux. C'est quelque chose, au départ, nous ne pensions pas pouvoir réaliser un jour. Avoir l'espoir, c'est ancrer sa vie dans le sentiment de faire partie d'un projet humain qui s'inscrit dans le temps et que se poursuivra. Lorsque nous aurons disparu, nous devrions nous considérer comme les petits personnages d'une caravane qui traverse les âges comme les pèlerins d'autrefois. Et si nous le faisons, nous pouvons nous réconcilier avec la fin de notre propre vie et notre lente disparition de la mémoire de ceux que nous ont connus. La foi dans le projet humain est à la fois une source d'espoir et de consolation. Il est réconfortant de penser que des êtres humains comme nous, on était aussi désespérés, aussi craintifs, aussi désemparés face à l'avenir. Il est inspirant de savoir que nous ne sommes pas seuls et que nous ne l'avons jamais été. Nous sommes liés au passé par une chaîne ininterrompue de questions sur ce qui signifie souffrir, endurer, se rétablir, recommencer, vivre dans l'espoir, reconnecter le tissu qui relie le passé à l'avenir. Sentir à nouveau que nous faisons partie d'un projet humain à travers le temps, c'est ce qui ravive l'espoir. C'est ce qui peut donner à la prochaine génération la foi nécessaire pour apporter une nouvelle vie du monde. On behalf of the Confederation Center of the Arts, the Simons Medal Selection Committee, which Bob and I chair, and all of you here today, I have the honor to thank you, Michael, for your inspiring address on the occasion of this 2023 Simons Medal ceremony. On a personal note, you will understand why I am myself delighted that you chose to use this occasion to remind us of the importance of the human virtues, and especially the virtue of hope. Among the 7 classical virtues of the Western tradition, hope was one of the 3 highest. Writers like Thomas Aquinas called these top 3 the divine or heroic virtues. Heroic because a virtue like hope can sometimes make demands that go way beyond our ordinary human capacity, as Michael just told us. It can require the exercise of all the other virtues, and especially courage, the virtue that allows us to overcome the threatening or discouraging obstacles on the road ahead. You rightly reminded us, Michael, that though they're often confused, hope is very different than optimism. Optimism is the virtue of the person who thinks that with enough hard work and a little luck, things might turn out okay, that fortune favors the bold. But hope is different. As you said, hope is a decision for goodness in the face of all the probabilities of evil. It's the hope against hope, as you said. Optimism is a virtue of confidence. Hope is a virtue of trust. Optimism implies because of. Hope implies in spite of. And you reminded us, as did the Premier, that when the Fathers of Confederation met here in the fall of 1864, their dream of founding a new nation on the northern half of our continent was an exercise in hope.
It was certainly not a time for optimism. The new nation to the south of us, as the Premier reminded us, the first great experiment in democracy and federalism, which we were hoping to imitate, was then being torn apart by civil war. In fact, the most murderous war in history. And closer to home, regional and cultural animosities had made the province of Canada, now the provinces of Ontario and Quebec, virtually ungovernable. Canada was born out of failure and of menace. Yet, as Michael and the Premier reminded us, those who met here in 1864 dared to hope that we could do better, that together we could make something greater than before, greater than the sum of our parts, not because of, but in spite of. Mais seulement quelqu'un d'esprit fort négatif nierait que leur espoir, l'espoir de 1864, a été très largement comblé, non pas à cause de nos perfections actuelles, mais en dépit de nos imperfections. Il y a encore temps à faire pour remplir les espoirs de 1864. Tant d'injustices à corriger, tant d'iniquités à remédier, tant de demandes légitimes à rencontrer, tant de tensions à réduire. Nous commençons à peine à écouter les voix qui ne se faisaient pas entendre à la conférence de Charlottetown. Les voix des autochtones, des femmes, des Acadiens, entre autres. And there are so many new dangers to be faced at home and abroad, including the meta-challenge of global climate change that you talked about, Michael, and the return of a violent populist authoritarianism our parents' generation thought they had defeated, but which we now find confronting us again, even within Western democracies themselves. Yet you rightly have encouraged us to face all these challenges, old and new, with the same spirit of hope, beginning, as you suggested, with our institutions. Democratic self-government, government of the people, by the people, for the people, is the greatest achievement of Western civilization. All the things that we most cherish flow from it. But democracy can't be just an empty word or a slogan. It's not even just the opportunity to vote. That can be an empty exercise unless it's embedded in and protected by a strong web of democratic institutions, the kind that, as Michael said, keep us free, that check power to keep us free, as he put it. Without strong institutions, a democracy will not be a genuine democracy, just a pretend democracy, an ersatz democracy, like so many in the world with which you, Michael, have had firsthand experience, and I won't name them. It will not, cannot offer those other goods without which it's democratic in name only. Freedom under law, due process, an independent judiciary, protection from arbitrary arrest and prosecution, freedom of speech and assembly, separation of party and state, freedom from partisan government propaganda, respect and protection for political opposition, non-partisan professional, civil, and police services, and so on. So hope for a democratic future depends on appreciating and giving proper care to the condition of our own parliamentary democracy and all the institutions, legal, judicial, administrative, regulatory, and so on, by which it is supported and kept genuinely democratic, many of which are or should be at arm's length from direct political control to keep us free. Mais vous nous rappelez aussi, Michael, que l'espoir et la confiance dans les institutions de notre démocratie dépendent en partie de notre vision du passé. Ni le Canada, ni la démocratie canadienne n'ont point commencé ici, à Charlottetown, en 1864. Ils n'ont même pas commencé avec l'avènement du gouvernement responsable en Nouvelle-Écosse ou dans la province du Canada
en 1848, ni avec l'Union des Canada en 1841, ou l'acte constitutionnel de 1791, ou l'acte de Québec en 1774. The parliamentary and legal traditions of which we are the heirs go even further back, beyond the glorious revolution of 1689, beyond the struggle between king and parliament that led to the English Civil War in the 17th century, all the way back, if you like, to Magna Carta in the 13th century. And that long tradition of liberty broadening slowly down from precedent to precedent is only the beginning, only one of the governance strands that we have inherited from our past. Il y a aussi les institutions qui nous viennent de la France, par exemple, et du régime français, y compris le droit civil. And we're just beginning to understand that the indigenous peoples had their own well-developed traditions of law and governance before non-indigenous settlers arrived here, traditions that can have lasting value for us today, especially, as Michael reminded us, their reverence for the land. You emphasized, Michael, that to have hope for the future, we need to anchor ourselves in a project rooted in the deep past and continuing after we are gone. That is true of the whole human project, as you said. But we Canadians can only participate in that larger project in our own time and place, and in the context of our own history. That's why this building and this Confederation Center of the Arts stand as a memorial to those who, in 1864, began the journey toward our federal union and the democracy we Canadians are privileged to share today. To face all the challenges of our future with the hope and faith that will be essential to meet them, we need, as you said, to reconnect the tissue that joins our past to our future. Thank you, Michael, for reminding us of all these things. And on behalf of all of us, I thank you even more for the life and achievements that we celebrate today, and for which the Confederation Center of the Arts has awarded you the 2023 Simons Medal. Thank you for your public, intellectual, and literary contributions to Canadian life and to the life of the world. More than most Canadians, Michael, your life has made you a citizen of the world. But all the while, if I may borrow some words that Robertson Davies once used about another great Canadian writer, you remain a great countryman of ours, a man to thank God for. Thank you. Thank you.